Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal du soir sur Télé Liban. Un double hommage sous haute tension. Ce sont les funérailles des deux anciens généraux du Hezbollah pour lesquels une mobilisation massive est attendue à Beyrouth. Selon les organisateurs, des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour rendre hommage aux figures emblématiques du parti. Ce dimanche à 13 h locale, le stade Kamil Shamroud accueillera la cérémonie funéraire de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah assassiné le 27 septembre dernier en pleine guerre contre Israël. Face à l'affluence attendue, l'aéroport international de Beyrouth, situé à proximité, suspendra ses activités entre midi et 16 h. Selon des analystes, ces obsèques revêtent un enjeu crucial pour le Hezbollah. Affaibli par le conflit, le mouvement chiite entend démontrer qu'il conserve une base populaire solide. Les foules venues des bastions du Hezbollah à travers le pays, mais aussi des délégations venues de l'étranger devraient converger vers Beyrouth. Des mesures de sécurité strictes ont été mises en place. Le Hezbollah a sollicité l'aide des forces de sécurité libanaises pour encadrer la foule. L'Iran a affirmé sa participation à un haut niveau, tandis que des factions irakiennes pro-iraniennes enverront également des délégations officielles. Lors de la cérémonie qui devra durer environ 1 heure, l'actuel chef du Hezbollah, Naim Qassem, prononcerait un discours très attendu. Après l'hommage, le cortège funèbre empruntera la route de l'aéroport où des drapeaux jaunes du Hezbollah et des portraits de Hassan Nasrallah ont déjà été installés. La sépulture de l'ancien leader y a été préparée. Enfin, ce rassemblement sera aussi l'occasion d'un autre adieu, celui de Hachem Safieddine, désigné successeur de Nasrallah avant d'être lui aussi tué en octobre lors d'une frappe israélienne. Ces funérailles auront lieu simultanément, retardées elles aussi pour des raisons de sécurité. Le Liban fait face à une tempête d'une intensité exceptionnelle. Baptisée Adam, cette dépression en provenance du pôle Nord provoque une chute brutale des températures et des chutes de neige à des altitudes exceptionnellement basses, allant jusqu'à 300 mètres dans le nord du pays. Un épisode climatique qui inquiète et mobilise les autorités. Depuis mercredi soir, le Liban est plongé dans une vague de froid polaire. 3 phases marqueront cette tempête exceptionnelle. Dans un premier temps, de fortes précipitations accompagnées de chutes de neige ont touché les hauteurs à partir de 1000 mètres. La situation devrait s'aggraver ce vendredi et durant le week-end avec une baisse marquée des températures et des chutes de neige des 700 à 800 mètres. De la neige a recouvert l'autoroute à Tripoli et à Beyrouth. Enfin, de lundi à mercredi, le froid persistera, notamment dans le nord et la Bekaa, où des routes seront menacées par le gel. Face à ces conditions extrêmes, les forces de sécurité intérieure recommandent à la population des régions montagneuses de limiter leurs déplacements et de s'équiper de chaînes pour leurs véhicules. Une mise en garde particulière a été émise concernant les risques d'intoxication au monoxyde de carbone en raison de l'utilisation intensive des systèmes de chauffage. La tempête Adam ne se limite pas à la neige et au froid. Une trombe marine a été observée au large de Batroun, témoignant de la puissance des vents qui balayent actuellement la région. Un épisode marquant du conflit entre Israël et le Hamas. La remise à la Croix-Rouge de 4 cercueils censés contenir les dépouilles d'otages israéliens, dont celles de jeunes enfants et de leurs mères. Un événement qui fait écho au traumatisme provoqué en Israël par l'attaque du mouvement palestinien le 7 octobre 2023. À Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, des combattants du Hamas cagoulés et armés ont exposé 4 cercueils noirs sur une scène, chacun portant la photo d'un otage israélien. Une mise en scène orchestrée devant une foule massée derrière une barrière de sécurité. En toile de fond, une banderole dépeignant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sous les traits d'un vampire. Les cercueils ont ensuite été transférés dans des véhicules blancs du Comité international de la Croix-Rouge qui ont quitté les lieux en direction d'Israël. Parmi les corps remis figurent ceux d'Ariel et Kfir Bidas, respectivement âgés de 4 ans et 9 mois au moment de leur enlèvement, ainsi que ceux de leur mère, Shiri Bidas, et d'Oded Lifshitz, 83 ans. Cette restitution intervient dans le cadre d'un accord de trêve prévoyant la libération de plusieurs otages israéliens
en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Selon les termes de l'accord en vigueur depuis le 19 janvier, 33 otages israéliens, dont 8 défunts, doivent être libérés d'ici le 1er mars contre 1900 Palestiniens détenus en Israël. C'est la première fois que le Hamas restitue des dépouilles d'otages. Samedi, 6 otages vivants devraient être libérés. Dans une dernière déclaration, le Hamas s'est dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages encore détenus lors de la seconde phase de la trêve attendue pour le 2 mars. Un tournant possible dans les négociations qui restent suspendues à l'évolution des discussions. Un sommet décisif se tiendra demain à Riyad, en Arabie Saoudite. Les dirigeants arabes se réunissent pour discuter d'un plan de reconstruction de Gaza, ravagé par 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. L'objectif, trouver une issue politique et humanitaire à une crise qui divise la région et inquiète la communauté internationale. C'est un sommet qualifié d'historique qui se prépare dans la capitale saoudienne. Autour de la table, les 6 puissances du Golfe ainsi que la Jordanie et l'Égypte. Tous sont appelés à trancher sur l'avenir de Gaza et sa gouvernance, mais aussi sur les moyens de financer une reconstruction estimée à plus de 53 milliards de dollars. L'initiative est portée par l'Égypte. Un plan en 3 phases est en discussion. D'abord un déblaiement des ruines et la création de zones sécurisées pour les déplacer. Ensuite, une conférence internationale sur la reconstruction des infrastructures essentielles telles que l'eau, l'électricité et les télécommunications. Enfin, une relance du processus de paix avec en ligne de mire la solution à 2 États, un projet qui se heurte au refus catégorique d'Israël. Mais ce sommet intervient aussi alors que la proposition américaine de placer Gaza sous contrôle international et même d'y installer une Riviera du Moyen-Orient suscite de vives réactions. En effet, Donald Trump a suggéré un plan de contrôle américain sur Gaza, accompagné du déplacement de la population palestinienne vers l'Égypte et la Jordanie. Une proposition qui a été immédiatement rejetée par les pays arabes unanimes sur ce point. Mais au-delà de ce consensus, les dissensions persistent sur la gouvernance future de Gaza. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, principaux bailleurs potentiels, posent une condition: aucune aide financière tant que la question du Hamas n'est pas clarifiée. De leur côté, le Qatar et l'Égypte prônent une solution palestinienne, refusant d'imposer un modèle extérieur. L'avenir du Hamas est aussi au cœur des tensions. Le plan égyptien envisage une administration palestinienne neutre, sous l'autorité palestinienne, avec une force de police soutenue par des pays arabes. Mais cette vision ne fait pas l'unanimité. Un chiffre alarmant, 975 exécutions ont été recensées en Iran en 2024, un record depuis plus de 15 ans. Ce constat dressé par 2 ONG dénonce une escalade effroyable de la peine de mort utilisée comme un outil de répression politique par la République islamique. C'est une augmentation inquiétante de 17% par rapport à l'an dernier qui place l'Iran parmi les pays les plus répressifs en matière d'exécution, juste derrière la Chine. Et ce chiffre pourrait être encore plus élevé. 90% des exécutions ne sont pas rendues publiques selon le rapport d'Iran Human Rights et d'ensemble contre la peine de mort. Les minorités ethniques, notamment les Baloutches et les Kurdes, sont particulièrement ciblées. Le rapport des ONG dénonce une justice expéditive avec des condamnés privés d'avocats et des jugements souvent basés sur des aveux obtenus sous la torture. La peine de mort serait exploitée pour étouffer toute contestation. Alors que Donald Trump envisage une paix négociée directement avec Vladimir Poutine, l'Europe craint un accord défavorable à Kiev remettant en cause le retour aux frontières d'avant 2014 et l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Si Paris exclut l'envoi de troupes au sol, Emmanuel Macron n'écarte pas la possibilité d'une mission de maintien de la paix sous mandat de l'ONU. Bruxelles a pour sa part vivement réagi jeudi aux propos de Donald Trump, qui a qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. L'Ukraine est une démocratie, la Russie de Poutine non, a affirmé un porte-parole de la Commission européenne, rappelant que Zelensky a été élu lors d'un scrutin libre et transparent. Dans un contexte de préoccupation croissante en Europe, où certains redoutent que Moscou ne poursuive son offensive au-delà de l'Ukraine, si aucune réponse ferme n'est apportée, le président français avait tenu de nouvelles consultations avec plusieurs dirigeants européens et internationaux, réaffirmant son engagement pour une paix durable et solide en Ukraine. Il avait insisté sur la nécessité d'associer Kiev aux négociations et de garantir la sécurité européenne.
Cette initiative intervient alors que Donald Trump souhaite mener des pourparlers directs avec Vladimir Poutine sans y inclure les Européens ni le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un scénario qui inquiète Paris et ses alliés. Macron a souligné la nécessité pour l'Europe d'augmenter ses dépenses de défense face à ce qu'il qualifie de menace existentielle posée par la Russie. Malgré les divisions sur une éventuelle présence militaire en Ukraine, il a assuré que la France n'enverrait pas de troupes sur le front. Pendant ce temps, l'Union européenne a adopté un 16e paquet de sanctions contre Moscou et Washington tente de rassurer ses alliés européens en affirmant qu'ils auront leur place dans les négociations à venir. Au Sri Lanka, un banquet royal pour des éléphants à l'occasion d'un jubilé historique. Au Sri Lanka, les 68 éléphants du célèbre orphelinat de Pinawala ont été célébrés avec un festin de fruits pour marquer les 50 ans du centre, le premier du genre au monde. Touristes et autorités se sont réunis pour partager des desserts locaux et observer 4 générations d'éléphants, du plus jeune âgé de 18 mois au doyen de 70 ans, se baignant dans la rivière de Mahahoya. Depuis sa création en 1975, l'orphelinat a vu naître 76 éléphantaux, dont des jumeaux rares en 2021. Mais le Sri Lanka fait aussi face à un conflit croissant entre humains et éléphants en 2023. 450 éléphants et 150 personnes ont perdu la vie. Le gouvernement prévoit d'installer clôtures électriques et tranchées pour limiter ces tragédies et protéger ces pachydermes considérés comme un trésor national. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Libre.